Quatrième vidéo, toujours des paramètres qui aident à la détermination de la qualité de l'eau. Et donc là, on va enchaîner avec le 8e paragraphe, oxygène dissous. Et on va le faire avec la méthode de Winkler. Donc la méthode de Winkler, c'est l'une des méthodes les plus connues de la détermination de l'oxygène dissous. Et c'est une méthode que je vous ai proposée même dans le polycopier de TP, que j'espère que vous allez les faire par la suite. Voilà, donc l'oxygène dissous, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir de l'oxygène dans l'eau, ce qui va aider à oxyder pas mal de composés dissous dans l'eau. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser cette analyse? Il y a d'abord des précautions à prendre lors du prélèvement. Donc là, lors du prélèvement, c'est-à-dire lors de la prise de l'échantillon d'eau, prendre toutes les précautions utiles pour éviter les échanges avec l'oxygène de l'air. Alors là, par exemple, dans le polycopier de TP, je vous ai proposé dans cette analyse de mesurer la quantité d'oxygène dissous dans l'eau de robinet. Donc là, vous allez prendre vos flacons dans lesquels vous allez faire la réaction de détermination de l'oxygène dissous et vous allez les remplir avec de l'eau de robinet. Alors là, il ne faut pas les remplir en créant une turbulence et une agitation. Donc là, il faut mettre la bouteille inclinée sur l'orifice du robinet et faites couler l'eau doucement. Pourquoi? C'est pour éviter les échanges avec l'oxygène de l'air. Parce que nous, on veut mesurer la quantité d'oxygène dans l'eau. Il ne faut pas apporter l'oxygène de l'air dans cette eau-là. Donc ça, c'est un. Deux, en rajoutant des chlorures de manganèse et de la soude, donc là, c'est les réactifs utilisés. Après agitation, il y a formation de l'hydroxyde de manganèse 2. Donc c'est un précipité marrant. Donc là, il va y avoir une réaction de formation de l'hydroxyde de manganèse 2 et qui va se précipiter. Bien. Alors, le précipité d'hydroxyde manganeux fixe complètement l'oxygène. Là, ça, c'est l'avantage de l'ajout du chlorure de manganèse et de la soude. C'est pour former l'hydroxyde de manganèse qui fixe tout l'oxygène qui se trouve dans l'eau pour former l'oxyde manganique, le MnOH3. L'hydroxyde manganique ou l'oxyde manganique, MnOH3, qui, en milieu acide, donc là, l'oxyde manganique, en milieu acide, oxyde l'iodure de potassium, que nous avons introduit préalablement. Donc là, notre but, c'est de mesurer la quantité d'oxygène. On va rajouter le manganèse, les chlorures de manganèse et la soude. On va former l'hydroxyde de manganèse 2. Celui-là va fixer tout l'oxygène et il va le transformer en MnOH3. Cet oxyde manganique, il va oxyder l'iodure de potassium, iodure de potassium, Ki, que nous allons introduire préalablement. Donc, autrement dit, on va rajouter le Ki et on va former l'oxyde manganique et la quantité d'oxyde manganique va oxyder l'iodure de potassium. Alors, la solution devient limpide orange. Limpide orange, donc ça veut dire transparente avec une nuance orange. L'iode libéré est titré par thiosulfate de sodium. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était iodure de potassium, il va y avoir Ki, il va y avoir formation de I2, de l'iode. Cette quantité d'iode formée, on va la titrer, c'est-à-dire on va la doser par des thiosulfates de sodium. C'est un dosage très connu, le dosage de l'iode, de I2 par le thiosulfate de sodium. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le thiosulfate pour chercher la quantité d'iode formée. Cette iode formée est venue de l'iodure de potassium, de Ki, et qui ont réagi avec un composé qui contient l'oxygène. Donc, en utilisant la stéchiométrie des réactions, on pourra déterminer la concentration d'oxygène dissous. Donc en fait, avec la quantité de disulfate utilisée, on va avoir une idée sur la quantité d'iode ou de diode, le I2, ce qui va nous donner une idée sur le Ki, ce qui va nous donner sur combien de
de MnOH3 qui a réagi, ça veut dire combien il y a d'oxygène dans l'eau. Donc là, c'est un petit peu l'analyse. Vous trouverez plus de détails dans le polycopier de TP que je vous ai mis aussi sur la plateforme Moodle de l'université. Alors, 9e paramètre, c'est les matières oxydables. Ça veut dire les matières qui se trouvent dans l'eau et qui vont s'oxyder. Autrement dit, qui vont consommer de l'oxygène cette fois-ci. Donc là, dans ce paragraphe, on a déterminé la quantité d'oxygène dissous. Là, la quantité des matières qui vont consommer de l'oxygène. Ça veut dire l'oxygène dans l'eau. Donc là, bien évidemment, si on peut le voir maintenant rapidement, si vous avez plus de matière oxydable que d'oxygène, vous avez une eau de mauvaise qualité. Parce que les matières oxydables resteront dans l'eau, ils vont s'oxyder d'une manière ralentie, donc ça pourrait bien évidemment dégrader la qualité de l'eau. Bien, matière oxydable, c'est ce qu'on appelle aussi l'oxydabilité au permanganate, le KMnO4. Hein, l'oxydabilité au permanganate, ça veut dire on va réaliser le test d'une autre manière. Autrement dit, on doit utiliser les permanganates, et les permanganates c'est KMnO4, pour pouvoir bien évidemment oxyder ces matières oxydables. Alors, pourquoi le choix de KMnO4? Parce que le KMnO4 contient, comme vous le voyez ici, 4 atomes d'oxygène par molécule. Donc là, on utilisera très peu de permanganate. C'est comme si on a énormément d'oxygène. C'est ce qu'on appelle aussi, pour ceux qui ont fait des stages, par exemple, au laboratoire d'organismes producteurs d'eau potable, cette analyse aussi, on l'appelle l'oxydabilité à chaud. Donc on l'appelle les matières oxydables, on l'appelle l'oxydabilité au permanganate, on l'appelle oxydabilité à chaud parce que pour faciliter l'oxydation, on fait la réaction d'oxydation à température élevée. Alors, l'indice permanganate d'une eau correspond à la quantité d'oxygène en milligrammes par litre cédée par l'ion MnO4-. Là, le potassium il est là parce que vous avez une molécule, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les MnO4, ça veut dire l'oxygène qui se trouve là. Donc, l'indice permanganate d'une eau correspond à la quantité d'oxygène en milligrammes par litre cédée, libérée par l'ion MnO4 et consommée par les matières oxydables. La matière oxydable, c'est de la matière organique contenue dans l'eau, bien évidemment. Alors, c'est une oxydation à chaud qui se réalise à ébullition en milieu acide. Rappelez-vous que toute oxydation, si on veut que ça soit accéléré, il faut que ça sera à haute température et en milieu acide. Rappelez-vous en électrochimie, lorsque je vous ai parlé de l'oxydation accélérée ou la corrosion accélérée. C'est le fait de mettre un clou dans de l'acide. Donc là, vous aurez instantanément des bulles de H2 qui se libèrent et donc par conséquent une oxydation, bien évidemment, du métal. Donc là, on a la chaleur et on a l'acide, et donc là, on a la réaction d'oxydation suivie d'une réduction, donc à la fin, de KMnO4 non consommé par l'oxalate de sodium. Donc là, l'oxalate de sodium, c'est Na2C2O4, donc l'oxalate, c'est C2O4 okay, de sodium, ou l'oxalate d'hydrogène, par exemple, le C2O4H2, et d'un dosage en retour de l'excès d'oxalate de sodium par les permanganates. Bon, là, il y a un petit va-et-vient. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a mis? On va mettre une quantité de KMnO4 au début, connue, bien évidemment. On va réaliser l'analyse à chaud et en milieu acide. Une fois que la réaction est à la fin de la réaction, soi-disant, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire les KMnO4 non consommés, ça veut dire l'excès, le reste, par l'oxalate de sodium ou l'oxalate d'hydrogène. Et maintenant, lors de la réduction de l'oxalate, il va y avoir aussi une quantité d'oxalate en excès, parce que nous, on va mettre un peu plus que le nécessaire. Donc l'excès d'oxalate, ça veut dire le reste, on va le doser avec un dosage en retour par les permanganates. Permanganates à l'extérieur, bien évidemment, de la réaction.
Donc, nous, on fera un dosage de permanganate, un dosage d'oxalate par les permanganates. On va avoir une quantité de permanganate qui a réagi avec la quantité d'oxalate. Donc, on va connaître la quantité d'oxalate de sodium en excès. Connaissant la quantité d'oxalate en excès, on sait, et nous on sait combien on a introduit, donc on sait combien qui a réagi. Connaissant la quantité d'oxalate de sodium qui a réagi, on connaît combien il y a de KMnO4 non consommé, qui était en excès. Et connaissant la quantité de KMnO4 non consommé, on sait combien maintenant ça a été consommé. Et en connaissant la quantité consommée, on connaît la quantité de matière oxydable. Voilà, donc c'est un petit peu, comme je l'ai dit, un suivi, bien évidemment. Petit à petit, vous aurez bien évidemment la quantité. Alors, cet essai est effectué sur l'eau brute, c'est-à-dire l'eau naturelle, l'eau décomptée et bien évidemment l'eau traitée. C'est juste pour voir, par exemple, pour l'eau brute, combien il y a de matière oxydable. L'eau décomptée, rappelez-vous qu'il y a la coagulation-floculation, il y a possibilité d'avoir de l'oxydation parce que vous avez rajouté un coagulant et un floculant. Ça peut aider un petit peu à oxyder quelques matériaux, donc voir un petit peu qu'est-ce qu'il reste comme matière oxydable. Et l'eau traitée, c'est pour savoir est-ce que l'eau finale, l'eau traitée, l'eau qui va être distribuée contient encore des matières oxydables ou pas. Alors, dixième paramètre, c'est l'essai de floculation. C'est ce qu'on appelle la coagulation-floculation, c'est le JAR test. Alors ça, c'est très important pour le traitement des eaux. C'est en fait le fait de réaliser, si vous voulez, le travail de la station de traitement, mais à petite échelle. Ça veut dire, vous allez faire un petit peu la mesure de la quantité de coagulants et de floculants à rajouter pour 1 litre, par exemple. Et vous pouvez extrapoler sur la station de traitement à grande échelle. Donc l'appareil utilisé, c'est le JAR test. Le JAR test, c'est un appareil très connu. Je ne sais pas si j'avais mis une photo ici ou pas, mais sinon je pourrais la rajouter et comme ça vous pouvez le voir d'une manière directe. Alors avant donc une petite introduction pour ce paragraphe, les substances indésirables les plus difficiles à éliminer dans les eaux naturelles sont celles qui possèdent une très petite taille. Ça c'est un petit peu le problème. Donc tout ce qui est de très petite taille, c'est difficile à éliminer. Et c'est particulièrement les particules colloïdales causant la turbidité. Donc ça, c'est des particules en forme de colloïde qui va créer de la turbidité. Ça veut dire qu'il gardera la turbidité. Autrement dit, même après la coagulation-floculation, ou plutôt avec la décomptation, on ne pourra pas les enlever. Et donc par conséquent, on doit faire appel à la coagulation-floculation pour les enlever. Et celles qui sont dissoutes, telles que les matières organiques, causant la coloration de l'eau et la formation de trialométhane. Trialométhane, c'est ce qu'on appelle le THM. Donc là, c'est des composés qui vont se créer en présence de matière organique et de chlore dans l'eau. Donc là, tout ce qui est de très petite taille, tout ce qui est dissous, c'est pas facile de les enlever. Alors, ces substances portent habituellement une charge électrique négative. Bon, ça c'est très connu, toutes les particules de très petite taille ont une charge négative et ces charges-là empêchent les particules de s'agglomérer, c'est-à-dire de se coller les unes sur les autres pour former des particules plus volumineuses qu'on appelle les flocs. Alors, comme je l'ai précisé en introduction de cette deuxième partie du cours. Et donc là, est facilité leur enlèvement par sédimentation et par filtration. Donc en fait, comme ce sont des particules de très petite taille, mais on a qui sont même dissoutes, leur charge négative, cette charge négative empêche la formation de flocs et par conséquent, il n'y a pas possibilité de les enlever par filtration et par sédimentation. Alors là, c'est une figure qui vous parlera de ce que j'ai appelé ou ce que j'appelle d'une manière générale l'échelle du petit monde. L'échelle du petit monde, c'est parce que
on est à 10 à la puissance moins 2 et jusqu'à 10 à la puissance moins 10, jusqu'à l'angstrom. Okay, alors là, on va voir un petit peu de quoi, les tailles en fait de différents composés. Alors, par exemple, les particules en suspension, c'est de 10 à la puissance moins 2 jusqu'à 10 à la puissance moins 6. Donc là, c'est jusqu'au micromètre. C'est des tailles micro en micron. Vous avez les algues. Les algues, c'est aux alentours de 10 à la puissance moins 5 à 10 à la puissance moins 6. Donc là, c'est aux alentours aussi d'un micron à peu près. Les bactéries, c'est à partir de là, et des très petites tailles. Okay, donc c'est aux alentours d'un micron aussi. Les colloïdes dont on a parlé ici, ils sont aussi de 10 à la puissance moins 5 et inférieurs. Et donc là, vous avez les hydroxydes de fer, les dioxydes de silicium, les carbonates de calcium et tout ça, ils ont une taille aux alentours de 10 à la puissance moins 7 à peu près. Les virus sont très petits par rapport aux bactéries, donc là vous voyez les bactéries c'est jusque là. Les virus c'est 10 à la puissance moins 8 à peu près, donc c'est 100 fois inférieur en taille. Et vous avez les molécules chimiques, donc c'est aux alentours de 10 à la puissance moins 8 et jusqu'à un angstrom. Voilà, donc ça c'est l'échelle, comme je l'ai appelé, l'échelle du petit monde. Ça vous aidera à vous situer. Les colloïdes sont de très petite taille. C'est soi-disant entre les bactéries et les virus, et les algues sont un petit peu plus supérieures. Mais tout ceci, c'est entre le millimètre et le micromètre et l'angstrom. Le nanomètre est là. Bien. Alors, le but de la coagulation est donc de neutraliser les charges de ces substances afin de favoriser la formation d'un agglomérate. Donc là, pourquoi on fait appel à un coagulant? C'est pour pouvoir changer les charges de ces particules. Donc en fait, c'est neutraliser les charges. Autrement dit, au lieu qu'il n'y aura que des charges négatives qui entourent ces particules, on aura des charges positives des fois et négatives des fois. Donc là, le but, c'est de diminuer le taux de charge, neutraliser les charges, diminuer le taux de charge négative. Alors pour ce faire, on introduit habituellement dans l'eau un produit chimique chargé positivement, nommé coagulant. Donc là, un produit chargé positivement afin d'avoir plus de charges positives. Et donc là, ce produit, ça s'appelle un coagulant. Alors, les plus connus ou le plus utilisé, c'est des sels d'aluminium, c'est des sels de fer, c'est des polymères et l'équivalent. Donc là, ce sont des composés qui contiennent énormément de charges positives. L'injection d'un coagulant doit se faire à un endroit où l'agitation est très forte. Ça veut dire qu'il faut favoriser une agitation très forte. Pourquoi? C'est pour que ce composé se disperse rapidement dans l'eau brute. Donc là, autrement dit, on peut le dire d'une autre manière, c'est la mise en contact des molécules de coagulant avec les matières en suspension dans l'eau. Donc la réaction de coagulant se fait en moins de 1 à 10 secondes, c'est rapide et en eau chaude bien évidemment, mais elle peut être un petit peu ralentie en cas d'eau froide, telle que des eaux par exemple dont la température est inférieure à 4 degrés Celsius. Alors maintenant, le choix et le dosage des coagulants doivent être déterminés au laboratoire par un jar test sur l'eau à traiter. Donc là, c'est un petit peu le but de ce test d'essai de coagulation-flocculation. Le but principal, c'est le choix et le dosage du coagulant. Le choix, ça veut dire qu'on va essayer de réaliser une étude comparative de plusieurs coagulants à la même dose. Le meilleur, on va choisir sa dose. Comment? En faisant varier les doses pour la même quantité d'eau afin de voir quelle est la dose qui est la meilleure. Donc en fait, on doit choisir un coagulant et on doit choisir la meilleure dose. Alors le dosage est fonction de la nature de l'eau brute. Ça veut dire le pH, l'alcalinité, les matières en suspension, etc. Et du taux d'enlèvement. Donc là, j'ai dit le dosage est fonction, c'est-à-dire la dose nécessaire,
fonction de la nature de l'eau brute, donc en fait, en fonction du pH, de l'alcalinité de la matière en suspension, c'est-à-dire en fonction de la qualité de l'eau, et du taux d'enlèvement sur les paramètres visés, tels que la turbidité, la couleur, le carbone organique total, ce qu'on appelle le COT, le THM, etc. Donc là, c'est la nature de l'eau brute, et 2, c'est le taux d'enlèvement. Ça veut dire qu'on veut réduire la turbidité à quelle valeur? On veut enlever la couleur, mais à telle valeur. Le carbone organique total à telle valeur, et ainsi de suite. Alors, tout coagulant est utilisé en eau potable doit, au préalable, avoir été approuvé par un organisme spécialisé accepté en vue d'une utilisation en eau potable. Alors, l'eau potable, c'est un denrée alimentaire, donc là, c'est quelque chose qu'on va consommer. On n'a pas le droit d'utiliser quoi que ce soit. Il faut que tout produit qui va jouer le rôle de coagulant, il faut qu'il soit approuvé par un organisme spécialisé, autrement dit, à grande échelle, par exemple, l'OMS. Parce que sinon, on peut utiliser n'importe quel produit qui se trouve dans la nature, un végétal par exemple, qu'on pourra broyer et utiliser en tant que coagulant. Mais on ne connaît pas est-ce que ce composé-là peut avoir sur le corps humain. Okay? Donc là, ça peut, par exemple, créer des carences quelque part, ça pourrait créer des réactions dans l'organisme. Donc là, pour l'eau potable, il faut que ça sera approuvé et il faut que ça sera reconnu. Alors, parmi les coagulants les plus courants, on mentionne le sulfate d'aluminium, ce qu'on appelle la LAN, c'est le Al2SO4, 3. Alors, pourquoi il est trop utilisé? Parce que son prix est relativement moindre. Donc là, ça coûte moins cher, c'est bien, et d'ailleurs, c'est le produit le plus utilisé pour la production d'eau potable. Alors, deuxième coagulant, les sels ferriques, c'est-à-dire les sels de fer, sont aussi efficaces, mais généralement plus coûteux. Ça, c'est un petit peu leur inconvénient. Vous avez le sulfate ferrique, le FeSO4, et vous avez le chlorure ferrique, le FeCl3. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'état pour le sulfate d'aluminium et les sels ferriques. Vous avez aussi ce qu'on appelle le PAS, c'est le polysilicosulfate d'aluminium. Donc là c'est un composé, c'est un polymère, c'est fabriqué au laboratoire, c'est de la synthèse organique, c'est beaucoup plus cher. Vous avez aussi le PAC, les polychlorures d'aluminium, donc un autre composé qui est aussi issu de la synthèse. Alors, jusque-là, ce que je veux que vous gardez en mémoire, regardez, sulfate d'aluminium, le fer, l'aluminium et l'aluminium. Alors, pourquoi on utilise l'aluminium et le fer? L'aluminium, vous connaissez déjà qu'il a une charge positive de 3 fois, Al3+. Donc en fait, lorsqu'il est en solution, c'est Al3+, donc plus de charge positive, 3. La même chose pour le fer, le Fe3+. Donc là, Fe3+, donc 3 charges positives, c'est bien parce que nous, ce qu'on veut, on veut plus de charges positives pour neutraliser les charges négatives. Okay? Alors, il y a possibilité de penser autrement, de dire par exemple, il y a possibilité de chercher d'autres composés qui sont plus chargés. Je suis d'accord, mais le problème c'est que ces produits-là sont trop chers. Par exemple, vous avez le titane qui est 5 fois chargé positivement. Alors, il est bien, par exemple, pour la coagulation, floculation, mais malheureusement, il coûte beaucoup plus cher. Voilà, donc notez ceci, l'aluminium, le fer ferrique. Rappelez-vous que le fer ferreux, c'est Fe2+, le fer ferrique, c'est Fe3+, donc là, c'est tout est 3+, l'aluminium aussi, c'est 3+. Alors, lorsque l'eau est froide ou colorée ou longue à coaguler, ça veut dire la coagulation prend beaucoup de temps, l'emploi d'un initiateur de floc, ce qu'on appelle l'aide coagulant, ce qu'on appelle aussi le floculant, tel que l'aluminate de sodium, est souvent intéressant. Donc là, par exemple, si vous avez une eau souterraine dont la température est très faible, une eau qui est froide, la température est aux alentours de, par exemple,
10 ou à 15 degrés, la coagulation va prendre beaucoup de temps. Et donc, par conséquent, on va utiliser un net coagulant, ce qu'on appelle un floculant. Donc, le coagulant, c'est lors de la coagulation. Le floculant, c'est dans l'étape de floculation, tel que l'aluminate de sodium. Et ça aide un petit peu à accélérer cette formation de floc. Alors, cet essai a pour but de déterminer la nature et les doses. Donc, ça veut dire quelle est la composée, c'est le choix d'un coagulant ou de floculant aussi, et les doses. Ça veut dire les doses des réactifs permettant de clarifier l'eau dans la station de traitement. Bien, alors maintenant, pour réaliser l'essai. Alors, on l'a dit, on va faire un petit peu la détermination de la nature ou le choix. Donc, par exemple, si on a plusieurs coagulants, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 1 litre d'eau et on va 1 litre d'eau par bécher. Parce que en fait, le jar test, malheureusement, je ne vous ai pas montré la photo parce que je ne l'ai pas ici, mais je vais vous l'envoyer avec ce fichier-là pour que vous puissiez la voir. C'est un appareil qui peut accueillir, par exemple, 6 béchers. Il y en a de 6, il y en a de 4. Le nôtre, celui que nous avons au laboratoire, est là. Il peut accueillir 6 béchers. Donc 6 béchers alignés qui ont un système d'agitation à la même vitesse. Ça veut dire que les 6 béchers vont s'agiter à la même vitesse. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 1 litre d'eau dans chaque bécher. Très bien. Et on va ajouter la même dose de différents coagulants. Par exemple, le bécher 1, c'est le coagulant 1. Dans le bécher 2, on va mettre le coagulant 2. Dans le bécher 3, on va mettre le coagulant 3, etc. On va réaliser l'analyse, on va voir un petit peu dans la méthode juste après comment on va faire. Et à la fin, on va voir quel est le meilleur résultat. Donc le meilleur résultat, c'est quoi? C'est là où on a le minimum de turbidité. Ça veut dire l'eau est devenue limpide. Là où on a la meilleure turbidité, on va le choisir comme meilleur coagulant pour notre eau, pour notre eau brute. Donc ça, c'est dans le cas du choix. Donc ça y est, on a choisi le coagulant. Maintenant, si on veut sa dose, on va prendre ce coagulant qui est bon, on va répéter l'analyse à nouveau. On va prendre 6 béchers, on va lui mettre 1 litre dans chacun, 1 litre d'eau brute, l'eau naturelle, dans chacun, par exemple l'eau de rivière, l'eau de barrage, l'eau de source. Et dans les 6 béchers, on va faire augmenter la dose de ce bon coagulant. Par exemple, dans le premier, on va mettre 1 ml par litre. Dans le deuxième, 2 ml dans 1 litre. 3, 4, 5 et jusqu'à 6, par exemple. Et on va lancer l'analyse. La méthode, on va la discuter dans quelques instants. Donc là, on aura à la fin de l'analyse, on choisira la meilleure dose. Comment? Par l'obtention de la meilleure turbidité. Ça veut dire la turbidité la plus faible. Et dans ce cas-là, on va l'accepter. On va dire, voilà, dans le premier lieu, on a utilisé cette analyse pour déterminer le coagulant, le bon coagulant. La deuxième analyse, on a trouvé le bon floculant. Ceci aussi, on peut le faire pour ce qu'on a appelé dans quelques instants l'aide coagulant ou le floculant. Alors, le floculant, il se fait après la floculation se fait après la coagulation. Donc maintenant, on a déterminé la nature du coagulant, la dose, la meilleure dose du coagulant. On peut refaire la même chose pour le floculant. Ça veut dire, on va prendre les 6 béchers, on va mettre dans chacun le meilleur coagulant que nous avons obtenu par la première analyse et sa meilleure dose que nous avons obtenue dans la deuxième analyse, la même chose, et on va mettre dans chaque bécher un floculant donné à la même dose. Par exemple, la même dose, par exemple 5 ml du floculant 1 dans le bécher 1, 2 dans le bécher 2, floculant 3 dans le bécher 3, etc. À la fin, on va chercher le meilleur résultat, ça veut dire la turbidité la plus faible, et on va prendre ce floculant comme meilleur floculant. Donc ça, c'est la troisième analyse. Quatrième analyse maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va, à la place de la nature du floculant, on va chercher la meilleure dose du floculant.
Pour chercher la meilleure dose du floculant, qu'est-ce qu'on va faire? On va répéter la même analyse la troisième fois, plutôt la quatrième fois. Alors, comment on va faire? Pour le quatrième essai, on va prendre à nouveau l'essai Bécher et dedans 1 litre par Bécher, 1 litre d'eau brute. Okay, on va mettre dedans le meilleur coagulant que nous avons obtenu par la première analyse. Okay, et on va mettre sa meilleure dose que nous avons obtenue lors de la deuxième analyse. Et on va mettre le floculant que nous avons, le meilleur floculant que nous avons obtenu par la troisième analyse, et on va faire varier sa dose. Et sa dose, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre par exemple dans le bécher 1 5 ml de floculant, dans le deuxième 10 ml de floculant, 15 et ainsi de suite. Par exemple, on va faire des sauts de 5, par exemple, des sauts de 1. Et à la fin, on aura une dose, j'ai gardé la dose ici, une dose du meilleur floculant. Je répète d'une manière accélérée. Ce sont des analyses qu'on va réaliser par cette méthode-là. On va les détailler ici. Mais avant de les détailler, je reviens sur cette information de nature et dose. Donc là, nous avons un coagulant et un floculant à utiliser dans l'étape de coagulation-floculation. On va faire un premier essai, on va avoir plusieurs coagulants et on gardera un seul, qui est le bon. Ce bon-là, on va essayer, ce bon floculant, ce bon coagulant plutôt, on va refaire la même opération une deuxième fois pour choisir sa meilleure dose. Une fois on a le coagulant et sa meilleure dose, on cherchera le meilleur floculant. Ça veut dire qu'on fera le même essai pour la troisième fois et on rajoutera dans chaque bécher un floculant donné. À la fin de l'opération, la troisième opération, on aura le meilleur floculant. Maintenant, on va chercher sa meilleure dose. Donc, quatrième opération, les mêmes béchers, à nouveau remplis avec une eau brute non traitée. Là, on va mettre la dose du meilleur coagulant et une dose du meilleur floculant que nous avons obtenu par le troisième essai. Et on va faire varier ces doses-là afin de pouvoir chercher la meilleure. Et à la fin, comme ça, on pourra dire que premier essai, on a eu le meilleur coagulant. Deuxième essai, la dose du meilleur coagulant. Troisième essai, le meilleur floculant. Quatrième essai, la dose du meilleur floculant. Alors la méthode, c'est comment? Dans chaque bécher, on utilise 1 litre d'eau brute. On dose le chlore qu'on a ajouté pour la préoxydation. Et après 20 minutes, on dose le chlore résiduel. Donc ça, le dosage du chlore, on va le voir par la suite, mais pour le moment, on le note. On met en marche les agitateurs à 120 RPM, tours par minute. On introduit le ou les réactifs choisis, ça veut dire le coagulant et le floculant, les chlorures ferriques, le sulfate d'aluminium, ce que vous voulez, à des quantités croissantes, il faut varier d'un bécher à l'autre, et on agite pendant 2 minutes. Donc c'est rapide, rappelez-vous, et ça a besoin d'une rotation d'agitation très élevée pour mettre en contact les réactifs avec les produits, avec les réactifs avec les matières en suspension. On ralentit la vitesse et on note le délai d'apparition des flocs pendant l'agitation lente. Donc là, on démarre l'agitation lente et c'est l'étape de floculation cette fois-ci. L'agitation est lente pour faire grossir les flocs et pour ne pas les casser. Et on note l'apparition des flocs dans chacun des béchers. Donc on examine ou on exprime plutôt l'aspect des flocons par pas de flocons, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Légère opalescence, ça veut dire que vous avez des petits grains, des petits points, des bons flocons. Et c'est excellent, ça veut dire que vous avez des tailles de flocs de très grande taille. Comme je le dis toujours aux étudiants, c'est comme si vous avez des grains de couscous cuits qui tournent dans l'eau. D'ailleurs, j'en ai une vidéo que je vais vous la montrer sur la diapo suivante.
On relève les hélices et on laisse reposer toutes les solutions pendant 30 minutes. Donc là, on enlève les hélices d'agitation et on laisse reposer pendant 30 minutes. Cette 30 minutes-là, c'est le temps de décantation. Parce que là, je dis reposer, ça veut dire qu'on va laisser 30 minutes de décantation. Les matières en suspension vont se décanter et donc vont regagner le fond. Et on va prendre le surnageant, ça veut dire la solution qui reste à la surface et pas le précipité. On détermine le pH pour voir est-ce qu'il y a une variation. On va déterminer la turbidité, c'est très important. On va déterminer les matières en suspension. On va déterminer l'oxydabilité à chaud, le chlore résiduel, bien évidemment tout ça sur le surnageant, ça veut dire sur l'eau et pas sur le précipité. On filtre le surnageant, donc là c'est l'étape de filtration si vous voulez. Donc là on a fait de la coagulation pendant 2 minutes, la floculation, la dilatation est lente, la décantation pendant 30 minutes et la filtration à la fin. Donc là on filtre le surnageant sur papier filtre et on détermine la turbidité et l'alcalinité sur chaque échantillon. Donc là rappelez-vous que ce qu'on venait de voir ici, c'est ce qui se réalise en fait dans une station de traitement d'eau potable. Donc là comme je l'ai dit, coagulation, floculation, décantation et filtration. Donc là, tout est miniaturisé. Pourquoi? Parce qu'on le fait pour 1 litre. Et tout ceci, c'est pour déterminer la nature et les doses des réactifs. Voilà donc cette vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous voyez un petit peu les flocs qui se forment. Et donc là, j'espère que j'ai le droit de reprendre la vidéo. Donc là, vous voyez un petit peu ces flocons qui ont été formés. Normalement, au début, il n'y avait pas de séparation. Ça veut dire que toute l'eau était de couleur marron, comme ça. Mais avec le test, on a pu, avec l'analyse de l'essai de coagulation-floculation, on a pu former des flocons que vous avez vus, bien évidemment, tourner dans le bécher par ces hélices d'agitation. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre une photo du jar test avec cette vidéo-là pour que vous puissiez bien évidemment la voir à titre reposé. Voilà, la suite dans une autre vidéo. À tout à l'heure.